Google Cloud Firestore, la BDD scalable du futur. Je vais essayer de vous en convaincre. Donc, je suis Simon Bernardin. Aujourd'hui, je suis conférencier amateur. Le reste du temps, je suis lead développeur pour la société Momentes. C'est une start-up dans laquelle nous avons développé une expertise autour des technologies Angular, Node.js et Ionic. Donc nous mettons ces compétences à disposition des entreprises et des entrepreneurs. Au cours de nos développements, donc, nous avons utilisé un certain nombre de bases de données, Couchbase, Real-Time Database qui fait également partie de l'environnement Firebase, et Firestore dernièrement. Un petit point sur les différents styles de bases de données. Donc, historiquement, on utilisait des bases de données SQL, des bases de données relationnelles, on appelle ça. Dans ce style de base de données-là, les données vont être définies sur une structure très figée. Donc, on définit des tables, en fait, qui vont donner le format des enregistrements qu'on va intégrer dans notre base de données. Par exemple, une table user avec un nom, un prénom, etc. Les données devront suivre ce schéma pour pouvoir être intégrées dans la base. À l'opposé de ça, les bases de données NoSQL, bases de données documentaires, on appelle ça, vont permettre en fait d'intégrer les enregistrements dans un format qui sera libre. Donc il n'y a pas de structure figée. Il y a trois grandes familles de bases de données NoSQL. Les key value stores qui sont historiquement à l'origine de l'émergence de ce style de base de données, dans lesquels on est assez simplement sur un document qui est identifié par une chaîne de caractères. À l'opposé, les graph stores vont permettre en fait de qualifier des liens entre les différents documents. On va pouvoir en fait avoir autant de données entre le lien qui lie deux documents que dans les documents eux-mêmes. Et enfin, les documents store, donc c'est le type le plus répandu, on va dire. Ça apporte quoi par rapport au key value store? Ça va apporter une indexation de la recherche un peu plus poussée sur le type de document, etc. Firestore, dans cette famille-là, ajoute la hiérarchisation des documents. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, sur un document, ajouter une sous-liste de ces documents, une collection, on appelle ça, qui à son tour va permettre d'ajouter des collections, etc. Et en fait, on peut se retrouver avec une structure un petit peu en arbre, comme le montre le schéma. C'est assez pratique pour organiser du coup nos données. Plus pratique qu'une base de données qui est plus plate, flat finalement. Dans une structure classique d'application, on va avoir l'obligation de mettre en place différents serveurs. Un pour la base de données, assez logiquement. Éventuellement d'autres pour, par exemple, les fichiers qui seront mis à disposition, qui seront utilisés par les utilisateurs, qui seront aussi intégrés par les utilisateurs, comme par exemple une photo de profil pour quelqu'un qui se connecte sur notre application. Et tout ça va être connecté sur un serveur central qui sera accessible par les applications web et mobiles. Dans cette structure-là, en fait, les applications n'attaquent jamais directement la base de données, mais passent par un serveur sur lequel on pourra faire des requêtes HTTP. Firebase, c'est du SaaS, Software as a Service. Du coup, tous les accès passent par ce service directement. La base de données est accessible sans passer par un back-end. Tous les services qui sont disponibles sur Firebase, donc on a du stockage de fichiers, etc., de l'authentification, tout ça c'est disponible directement depuis ce service Firebase. On pourra, j'y reviendrai, développer un back-end supplémentaire pour enrichir l'écosystème de Firebase, rajouter des fonctionnalités qui pourraient manquer. Je vais vous faire un petit comparatif entre les principales bases de données NoSQL utilisées à l'heure actuelle et Firestore pour vous montrer un petit peu quelles sont les features, les fonctionnalités qui font que Firestore c'est bien, c'est vraiment bien utilisé. Tout d'abord MongoDB. MongoDB c'est la base de données NoSQL la plus utilisée par les développeurs. Ces deux bases de données, ce sont des documents store. Donc on a de l'indexation, de la recherche, etc. Ce qui fait que MongoDB est plus utilisé, l'une des plus utilisées des bases de données NoSQL à l'heure actuelle, c'est que c'est une base de données open source,
On récupère les sources, on les installe sur un serveur assez simplement, et on a notre base de données à disposition. La différence avec Firestore, c'est ce que je vous disais, c'est qu'il faudra développer un back-end. Donc notre base de données ne sera pas accessible directement, il faudra mettre en place un point d'entrée, un serveur, sur lequel on branchera des points d'accès, des entrées HTTP. Donc là, on a cette structure, l'application, le back-end et la base de données pour MongoDB. Alors que chez Firestore, chez Firebase, l'écosystème Firebase, donc la base de données Firestore, l'application attaque directement la base de données, avec éventuellement un back-end à la suite. Donc nos bases de données se situent à ce niveau-là. Pareil pour la sécurité, on la mettra en général sur le back-end, sur des bases de données NoSQL classiques, sans le SAS. Les appels REST sont faits sur le back-end. À l'opposé, Firestore, tout est fait directement sur la base de données. Couchbase, une autre base de données NoSQL que nous avons utilisée sur nos projets. La première chose à savoir, c'est que c'est une base de données qui est très orientée mobile. Ça se traduit comment? Ça se traduit par du offline first, donc la possibilité en fait de travailler sur notre application sans avoir de réseau. Quand le réseau revient, les données qui ont été manipulées sont injectées dans le serveur. Ça permet de travailler sans forcément avoir de réseau, donc par exemple dans le métro, c'est assez pratique. Un autre point qui est assez important, c'est le real-time. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que si une donnée change en base, vous verrez apparaître la modification directement à l'écran. Sans avoir besoin de mettre en place de mécaniques compliquées, l'application en fait est toujours synchronisée avec la base de données. Pour la structure, on est sur la même structure entre Couchbase et MongoDB, donc le back-end va permettre d'accéder à la base de données. Un des avantages de Couchbase, c'est le système de requêtage qu'ils ont mis en place. On est sur quelque chose qui est assez proche du SQL. Donc on va pouvoir faire des selects sur nos différents nœuds de la base de données documentaire, mettre en place des where, etc., faire des order by. Ce langage qu'ils ont développé s'appelle Nickel, N1QL, jeu de mots, c'est plutôt rigolo. À côté de ça, Firestore, donc c'est du SAS, comme je vous ai dit, et scalable, qui était dans le titre de ma conf. Ça signifie que, quelle que soit la complexité des données que vous allez récupérer, Google, Firebase, garantit que le temps de réponse sera le même. Donc, que vous récupériez 10 ou 1 million de documents, la réponse arrivera dans le même temps. Enfin, Real-Time Database, que nous avons également utilisé sur nos projets, c'est la deuxième base de données disponible dans Firebase. C'est le grand frère de Firestore. Donc les deux bases de données bénéficient de l'écosystème Firebase. Donc tous les services qui sont disponibles dans ce SaaS sont accessibles pour ces deux bases de données, pour les applications qui se brancheraient sur ces deux bases de données. Real-Time Database, la structure était beaucoup plus simple. On n'a pas de données hiérarchiques, on a simplement une structure en JSON, en fait, donc des points d'entrée avec des clés-valeurs, et tout ça sur un arbre plat, donc pas un arbre, plutôt une pelouse, on va dire. La scalabilité aussi sur cette base de données, c'était pas le point recherché par les développeurs. Assez rapidement, il fallait monter plusieurs buckets, ils appellent ça, donc avoir plusieurs serveurs qui communiquent entre eux pour avoir quelque chose de vraiment efficace, et ce traitement-là devait être fait par les développeurs. Firestore, c'est mieux, à tout égard. Base de données hiérarchique, le requêtage est plus performant, on n'est pas sur quelque chose de si poussé que Nickel de Couchbase, mais c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus puissant que sur Real-Time Database. Et on peut faire des batchs d'opérations. C'est-à-dire que je vais mettre en place, sans mise à jour de ma base de données, des suppressions, etc. Donc ça peut être des groupes d'opérations assez divers. Si une seule de ces opérations ne fonctionne pas, le batch entier est annulé. Donc il faut vraiment que tout fonctionne pour arriver au bout du traitement. C'est pratique sur des migrations, des choses comme ça. Scalable, c'est le sujet. Firestore est très scalable. Là, je vous ai mis deux colonnes. La deuxième colonne correspond au mode gratuit. Donc vous avez ces limitations-là sur le mode gratuit. Quand vous prenez la dernière colonne, qui est le mode maximum, le plein pot, quoi, vous n'avez plus aucune limitation.
Donc les temps de réponse sont garantis être les plus rapides possibles par les serveurs. Pour terminer là-dessus, un petit point sur la disponibilité des librairies. Donc vous allez pouvoir développer des applications front-end. Je vous ai parlé rapidement du fait de pouvoir développer des back-ends pour enrichir l'écosystème. Les librairies sont disponibles pour le front-end sur mobile, sur Angular, Vue.js, React et Flutter. Il y a une conf sur Flutter, j'ai fait un petit tuto, je vous conseille d'aller voir, c'est assez amusant. Pour le back-end, Node.js, Java, Python et Go. La petite bestiole rigolote, c'est Go, personne n'en fait. Pourtant, ils ont une icône sympa. Je vais vous montrer un petit peu comment ça s'intègre dans une application. Donc, on a développé une application Angular qui utilise la librairie Angular Fire, qui est mise à disposition par Google pour injecter dans une application une connexion à une application Firebase. Et donc une connexion à la base de données Firestore. Angular Fire 2, c'est la deuxième version qui est liée à Angular. AngularJS est liée à la première version de Angular Fire. Quand vous allez créer votre application sur Firebase, on vous demandera quelle base de données vous souhaitez utiliser, donc Firestore ou Realtime Database. Vous choisirez évidemment Firestore. Et vous aurez cette pop-up qui vous indique en fait comment intégrer le service dans votre page web, très simplement. Donc juste un script, un petit objet config qu'on va injecter dans un service. Cet objet config donne ces 6 éléments, ces 6 métadonnées. Les 4 premières définissent le projet et la façon d'accéder à la base de données. Storage Bucket, ça indique comment se connecter au service de stockage de fichiers. Et le Messaging Sender ID, c'est pas facile à dire le matin, c'est pour faire des notifications push, mettre en place les notifications push sur votre application. Donc on récupère cet objet. Dans notre module Angular, on va injecter Angular Fire Module, qu'on va initialiser avec l'objet config qu'on avait juste avant. Et ensuite, on pourra injecter les différents modules liés au service qu'on souhaite utiliser. Là, Angular Firestore, qui va me permettre d'utiliser la base de données Firestore. Une fois que j'ai intégré ce module-là, j'ai accès à un service Angular Firestore. Ce service va me permettre de me connecter à des collections ou à des documents et de faire des opérations sur ces collections et ces documents, des mises à jour, des insertions, des suppressions. Donc là, je récupère la collection dont le nœud d'accès est rose. On pourra en fait mettre un chemin complexe avec des ID pour aller pointer sur un document qui se trouvera profondément dans l'arbre. On sépare ça par des slash, donc une URL finalement, heroes/id/ machin, etc. Et pour récupérer les données sur la base de données, on a la méthode valueChanges qui renvoie un observable. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est de la programmation réactive. L'observable, c'est ça qui va nous garantir le real-time. L'observable, en fait, c'est une connexion permanente à un objet. À chaque fois que l'objet en question change de valeur, l'observable nous notifie et va permettre de mettre à jour l'interface utilisateur. Donc j'ai mis en place ma collection, j'ai créé mon application, Avengers Go. Attrapez-les tous. Donc j'ai attrapé Iron Man et surtout Hulk, ça a été un petit peu compliqué. Il a fallu refaire quelques peintures. Pour l'ajout de données, on pourra passer en fait par l'interface administrateur de Firebase. Quand vous ajoutez un document, vous pourrez dans un premier temps dire si vous souhaitez mettre un identifiant fixe, donc que vous choisirez, ou utiliser un identifiant généré aléatoirement. Ensuite, vous renseignez les différents champs. Donc là je rajoute un héros supplémentaire, Captain America, avec une image. Cette image, c'est une URL qui va pointer vers le service de documents de Firebase. Donc c'est une image qui est stockée dans le SAS. Vous avez accès à différents types de données. Celles qui sont intéressantes, c'est les deux dernières. Le GeoPoint, donc ça va permettre de géolocaliser un document. Typiquement, on s'en servira pour faire de la géolocalisation dans notre application, enregistrer par exemple des garages et pouvoir permettre à l'utilisateur, avec un système de requêtage qui est intégré dans l'outil, de retrouver les garages qui sont à proximité de sa position.
Et le dernier, la référence, c'est une référence vers un autre document. Ce document peut être n'importe où dans l'arbre de notre base de données. Avec cet objet référence, on aura directement accès depuis notre document en cours de lecture au document référencé. Par exemple, un utilisateur, on aura la référence à son domicile, si c'est stocké autre part. Ça, c'est l'interface de gestion dans Firebase de votre base de données. Donc, vous aurez toujours ces 3 colonnes. La dernière, c'est ce que vous êtes en train de manipuler. Donc, ce sera une collection ou un document. Les 2 suivantes, c'est les points d'entrée précédents. Là, donc, on voit que j'ai rajouté un utilisateur Captain America dans mon nœud users. Donc, après avoir cliqué sur la pop-up juste avant, ça met à jour ce truc-là. Et du coup, mon application est mise à jour automatiquement. J'ai attrapé Captain America. J'ai maintenant 3 Avengers dans mon deck. Pour l'écriture, on va aussi passer par le service. Cette fois, on appellera la méthode add. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est comment mettre en place assez rapidement un système de messagerie instantanée. Du fait que Firestore permette de faire du real-time, mettre en place ce genre d'application, c'est très simple. Donc là, j'ai ma méthode addMessage qui va ajouter un message dans ma collection messages real-time. Et du coup, voilà ce que ça donne en mouvement. Quand je tape du texte, donc à gauche, j'ai l'interface web sur un mobile qui est visualisée sur mon écran. Et à droite, l'interface web qui tourne sur un navigateur. Quand je mets à jour du texte d'un côté, automatiquement, sans avoir besoin de faire de manipulation, le texte apparaît de l'autre côté. Ça, c'était quelque chose qui était très dur à faire sur des bases de données moins modernes, on va dire. Ici, avec le système des observables, le real-time qui est proposé par Firestore, ça se fait en 5 lignes de code, quoi. C'est assez facile à mettre en place. Offline first, je vous en ai parlé un petit peu. Donc l'idée, c'est que votre application va pouvoir être utilisée même si l'utilisateur n'a pas de réseau. Donc le réseau est coupé, je vais continuer à travailler sur mon application, enregistrer en fait dans une base locale mes données. Quand le réseau revient, c'est poussé vers le serveur. Le serveur va aussi m'envoyer les données qui ont été mises à jour sur la base par d'autres personnes. Ça se fait automatiquement. Pour le mettre en place, 20 caractères pour enable persistance. Donc c'est pas un travail très compliqué à faire. Voilà, sur des bases de données qui ne le permettent pas, il faut mettre en place tout un tas de mécaniques, avoir un système de versionning des données, etc. Firestore gère ça tout seul. Sur le titre, j'ai dit optimisation, ça peut aussi servir à mettre en place une meilleure réactivité de l'application. Vous lancez votre application, vous verrez apparaître tout de suite les données qui sont dans votre cache locale, sans avoir de latence. Et le service va aller chercher en parallèle les données sur le serveur. S'il y a des mises à jour, il les mettra en œuvre dès que les données sont récupérées. Donc l'écran s'affiche finalement plus rapidement avec ce mode-là. Google Cloud Firestore, donc pourquoi c'est mieux? On a le real-time, on a le offline first. Le back-endless et l'écosystème Firebase, je vous en parle tout de suite. Donc l'écosystème Firebase, Firebase c'est du SaaS qui permet d'avoir accès à tout un tas de services, donc software as a service. On va avoir des services qui vont être accessibles pour les applications qu'on a créées sur la plateforme, à commencer donc par l'authentification. Vous n'avez pas besoin de mettre en place un service d'authentification si vous voulez utiliser quelque chose qui se trouve dans cette liste-là. Donc les emails, Facebook, Google, Twitter, Google Play Games, si vous voulez faire des jeux, GitHub, la fameuse plateforme de Microsoft. L'authentification anonyme, en fait, ça va vous servir à avoir une session qui ne durera que le temps de la connexion. Vous pourrez enregistrer des données sur cette session et quand la connexion sera coupée, les données seront supprimées de la base. Et le premier, que je garde pour la fin, c'est de l'authentification par SMS. C'est pratique sur mobile. L'idée, c'est que vous allez vous envoyer votre numéro de téléphone, vous allez recevoir un code à 6 chiffres. En rentrant ce code à 6 chiffres, vous êtes authentifié sur la plateforme, vous avez un compte. Rien de plus à faire.
Le back-end, donc je vous disais, on n'est pas obligé de développer un back-end avec Firebase. Si le service ne contient pas certains éléments dont vous avez besoin dans votre application, vous pouvez développer un back-end qui sera utilisé en parallèle. Donc il y a deux moyens, deux façons de faire qui vont répondre à deux besoins différents. Les Google Cloud Functions, ça va servir à détecter en fait des opérations sur la base de données et à mettre en place par exemple des duplications de données. Dupliquer les données en NoSQL, c'est une bonne pratique. Ça permet d'avoir des accès plus rapides à vos données depuis un point d'entrée. C'est quelque chose qui est encouragé. Le stockage ne coûte plus rien, donc il ne faut pas hésiter à s'en servir. À côté de ça, Firebase Admin SDK, donc c'est un SDK qui va vous permettre de vous connecter en administrateur sur la base de données, donc d'avoir accès à toutes les données, et surtout de mettre en œuvre des moyens d'authentification supplémentaires, etc. par exemple. Comment ça fonctionne? Les Cloud Functions sont intégrés dans le SaaS et vont réagir à des événements sur les différents services qui sont proposés dans Firebase. Donc on réagit à des événements, on met en place des actions en conséquence. Le SDK, vous créerez un serveur supplémentaire, donc un back-end supplémentaire. L'application ira se connecter soit directement sur Firebase, soit sur votre serveur. Et le serveur va communiquer avec Firebase. Donc Firebase communique avec votre serveur et vice-versa. On a le même système de trigger donc, que sur Google Cloud Functions qu'il est possible de mettre en œuvre. Les Cloud Functions, donc le premier dont je vous ai parlé, ce sont des modules Node.js. Donc vous avez accès à l'ensemble des librairies Node disponibles. Ceux qui manipulent un petit peu Node.js savent qu'il y en a énormément. C'est hébergé et exécuté dans Google Cloud. Donc il n'y a pas besoin de se poser la question de savoir si c'est consommateur ou pas. Vous pouvez y aller, c'est chez Google, il n'y a pas de souci. Et du coup, ces Cloud Functions seront déclenchés donc soit par des triggers HTTP, on pourra mettre en place des URL qu'on pourra appeler pour déclencher des événements. Par exemple, mettre en place des sauvegardes, des choses comme ça, à intervalles réguliers. Et on pourra aussi écouter donc, les changements de données dans Firestore, tous les changements CRUD, donc que ce soit des mises à jour, des insertions, des suppressions. Et on pourra également écouter les changements dans l'espace de stockage de fichiers de Firebase. Dès qu'un document est ajouté dans l'espace de stockage, vous pourrez détecter cet événement et par exemple décider de retailler les images pour qu'elles soient plus adaptées à votre application. À côté de ça, donc, le SDK administrateur, donc ça vous permet d'accéder en mode administrateur à votre base de données, à Firebase en général. Donc ça va servir à quoi? Ça va servir par exemple à ajouter des modes d'authentification. Si votre entreprise utilise un service d'authentification qui n'est pas dans la liste, vous pourrez créer un back-end avec ce SDK qui va vous permettre de vous connecter à votre base de données à l'aide de ce mode d'authentification. Je vous montrerai un peu plus tard, on peut mettre en place des règles d'accès aux données et le service va nous fournir l'objet qui a servi à s'authentifier. Et on va pouvoir, avec ce SDK, enrichir l'objet en question, par exemple pour ajouter des profils d'utilisateurs. Donc quand la personne se connectera, on ajoutera dans l'objet d'authentification le profil auquel elle correspond et mettre en place des règles d'accès aux données en fonction de ce profil. On a accès aux données sans restriction, donc on pourra faire tout ce qu'on veut sur la base de données à partir de ce serveur. La seule limite, c'est le ciel. Je vous ai parlé un petit peu de l'écosystème Firebase. Donc, je vous ai déjà évoqué Real-Time Database, qui est l'ancêtre de Firestore. Les Cloud Functions pour mettre en place des triggers, des actions liées aux manipulations sur la base de données. Le service d'authentification. Donc, le Cloud Storage, qui est l'espace de stockage de fichiers. Il y a deux autres outils qui nous ont vraiment servi, c'est Crashlytics qui permet de détecter les crashs de l'application et le Cloud Messaging qui permet de faire du push. Les applications qu'on a développées étaient sur mobile, donc il était évident qu'on en avait besoin et on était vraiment content de trouver ça sur l'écosystème Firebase.
Il y a d'autres services. Donc là, je vous ai donné les noms, je ne vais pas rentrer dans le détail. Celui qui me semble intéressant, c'est le premier, c'est du machine learning. Donc vous avez un service de machine learning accessible depuis Firebase pour mettre en place sur votre application de la reconnaissance d'images, de voix, etc. Il suffit de brancher l'outil et alors j'ai pas eu l'occasion de jouer avec, mais je vous cache pas que ça m'émoustille un peu en tant que geek. Voilà. Dernièrement, on a beaucoup parlé de protection des données avec la mise en œuvre du RGPD le 25 mai dernier. Donc, tout le monde, je pense, a reçu à peu près 50 mails dans sa boîte mail disant que son service est en conformité avec les RGPD. Firebase a été pensé pour correspondre aux normes qui ont été mises en place par le RGPD. Ça se traduit comment? Ça se traduit par des normes ISO, dans un premier temps. Alors, j'ai pas retenu le détail de ces normes-là, mais grosso modo, les 3 normes ISO, c'est lié à la sécurité et à la protection des données. Et les SOC, ce sont des rapports d'audit sur le service. Il y en a un pour la rentabilité de l'entreprise, donc on est sûr que Google ne va pas tomber en faillite du jour au lendemain. Les 2 autres, c'est lié à la sécurité, la protection des données et l'accessibilité des services. Donc les services sont certifiés pour être accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même le dimanche. Il y a aussi une transparence qui a été mise en place sur les données qui sont collectées par le SaaS, par l'ensemble des services de Firebase. Donc je vous ai mis les 3 principaux. Ce qui est stocké, ça va être les adresses IP. Elles sont stockées pour une semaine pour des raisons de sécurité, simplement, pour pouvoir retrouver qui a mis en œuvre quelle opération. C'est quelque chose qui est légal et Google communique sur ces données qui sont collectées et mises à disposition des autorités, etc. Un autre point important, sur votre application, vous allez pouvoir définir le référent RGPD. Donc ça, c'est quelque chose qui est demandé par le RGPD. Vous avez l'obligation, quand vous développez une application web ou mobile, de déclarer une personne qui pourra être contactée, par les utilisateurs pour discuter de l'usage des données, l'usage des données personnelles, etc. Donc il y a une page qui vous permet de définir qui est référent RGPD sur votre application Firebase. Pour la gestion de la sécurité, donc on a développé un petit peu notre système sur l'application qu'on a créée. L'idée, c'est que chaque utilisateur, en fait, va avoir une sous-collection de documents. Ces documents vont avoir des identifiants qui seront figés, donc privés, publics, etc. Et les données de l'utilisateur sont éclatées dans ces sous-documents, ce qui nous permet en fait d'avoir un contrôle sur qui peut accéder à quoi finalement. Donc là, dans cet exemple, mon héros a un certain nombre de user info. Dans les données privées, je vais avoir son nom, son prénom et sa photo d'homme de la rue. Et dans le public, le nom du héros et la photo du héros. Pour mettre en place les règles d'accès, donc je vous ai dit qu'on pouvait mettre en place des règles d'accès. On a un point d'entrée dans la page d'administration. Les 2 premières lignes, ça permet de se connecter à la base de données qui correspond à notre application. Elles sont pré-remplies par le service. Ensuite, vous pourrez mettre des matchs sur les différents nœuds de votre application, de la base de données de votre application. Donc là, on a mis un nœud sur le Heroes, donc le nœud d'entrée de l'application, des utilisateurs, des héros présents dans l'application. Et un deuxième match sur les user info, donc les données du héros qui seront accessibles ou non en fonction de la personne qui va tenter d'accéder à ces données. Comment ça fonctionne ce truc-là? On va mettre en place en fait l'autorisation sur la lecture ou l'écriture, allow read ou allow write. Si vous ne voulez pas mettre de sécurité, vous faites un if true.
Si vous voulez mettre une sécurité maximum, un if false, et donc vous avez accès à l'objet request qui correspond à la requête qui a été passée. À l'intérieur de cet objet, vous avez entre autres l'objet auth qui correspond au fait que l'utilisateur est authentifié. Donc là, ce que j'ai fait, c'est je peux accéder au héros en lecture, et pour pouvoir accéder en écriture, il faut au minimum que je sois authentifié. Et pour accéder aux données personnelles, je ne peux accéder qu'aux documents dont l'ID est public. Donc je n'ai pas accès aux données privées du héros. Et je ne peux modifier les données que si je suis authentifié et que je suis l'utilisateur qui essaye de modifier les données. Si on veut passer en mode public, donc on va simplement modifier la règle d'accès sur le user info. On avait un if docid égale public. Si on le passe à true, on peut se rendre compte que je suis Iron Man. Merci.